Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la toute petite table ronde de bistrot cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Et pourquoi est-elle si petite cette table ce soir ? Eh bien, pour la première fois, nous allons enregistrer une émission d'actu, malheureusement à deux. Voilà, même si je suis en excellente compagnie, je suis malheureusement uniquement en compagnie de l'excellent Manuelas. Bonsoir. Salut, Manuel. Olivier. Et voilà, Lucien et Julien ont dû rester dans leur pénate et ils n'ont pas eu le temps de voir la longue liste de films que nous avions à chroniquer pour aujourd'hui, puisqu'on va parler non pas moins de 4 films. Manu les a tous vus, bravo. Donc on va commencer par parler de Guillermo del Toro's Pinocchio, de Guillermo del Toro et Mark Gustafson, et puis on parlera de E.O. de Jerzy Skolimowski. Ensuite on fera un petit détour suédo-égyptien avec La conspiration du Caire de Tariq Saleh, et on finira avec le film, enfin Manu finira seul sur le film Bardo de Alejandro González Iñárritu, mais je serai quand même là pour animer cette émission, chères auditrices et chers auditeurs. Eh bien, puisque nous ne sommes qu'à deux, nous n'avons pas de quiz aujourd'hui, donc on lance tout de suite Pinocchio. I want to tell you a story. It's a story you may think you know, but you don't. Over there! What is that? Papa! It speaks! He's just a puppet! No, I'm not. I'm a real boy! Hello? Après nous être régalés de Nightmare Alley au mois de janvier, nous avons donc la chance en Belgique d'avoir pu découvrir en salle depuis la mi-novembre cette adaptation justement titrée, puisque très personnelle, du récit de Carlo Collodi par Guillermo del Toro. L'idée de faire une nouvelle adaptation de Pinocchio en stop motion remonte aux jeunes années mexicaines du réalisateur. Le projet ne prendra véritablement son premier essor que au tournant des années 2000-2010, lorsque Guillermo del Toro est engagé par DreamWorks comme consultant pour leur studio d'animation. Oui, et c'est à cette époque qu'il va se retrouver comme créatif consultant, tout d'abord sur Megamind, puis Kung Fu Panda 2 et Le Chapeauté, qui était le spin-off de Shrek, mais surtout sur Les 5 légendes, qui est à mon sens son film le plus marquant des années DreamWorks, du moins en tant que producteur. Ouais. Et aussi travailler sur la série Trollhunter, qui est diffusée sur Netflix. À cette époque-là, donc, il a toujours cette idée d'adapter Pinocchio en animation en tête, et il est approché par Lisa Henson, CEO de Jim Henson Company, qui vient d'acquérir les droits de l'œuvre de Collodi, mais adaptée par le peintre et illustrateur Chris Grimley, qui est ici crédité comme coproducteur, un travail qui enthousiasme très fort notre ami Guillermo del Toro, et qui va donner une nouvelle direction pour le design du personnage principal. Alors, après quelques temps, le projet passe la seconde lorsque Mark Gustafson est engagé pour co-réaliser le film. Mark Gustafson, c'est un orfèvre de l'animation en stop motion. Il a fait sa carrière dans le court-métrage, la publicité, les séries télévisées. Et il a été aussi chef animateur sur le fantastique Mr. Fox de Wes Anderson. Après, je connais pas exactement tous les rebonds dans la production du projet, mais apparemment Del Toro aurait communiqué que le projet était au point mort en 2017 avant qu'il ne soit racheté et greenlighté par Netflix en 2018. Ce qui est intéressant par rapport à l'adaptation de Grimley, ce qui va séduire Del Toro, c'est justement cette manière qu'a Grimley de revenir à un design beaucoup plus organique, plus inachevé de Pinocchio, qui est pas encore réellement une marionnette, mais plutôt un simple morceau de bois qui est encore mal dégrossi, qui emprunte un peu au design du Frankenstein de James Whale et qui évolue déjà là dans un univers assez proche de celui de Del Toro, et que Del Toro va affiner par la suite avec Guy Davis, qui est le formidable dessinateur des Zombies qui ont mangé le monde ou des aventures du BPRD, le spin-off de Hellboy, et qui collabore avec Del Toro depuis Pacific Rim en fait. Et pour l'appuyer aussi dans l'écriture de ce premier long métrage animé, qu'il considère d'ailleurs comme le dernier volet d'une trilogie,
commencé avec L'Échine du Diable en 2001 et poursuivi avec Le Labyrinthe de Pan en 2006. Guillermo del Toro a fait appel à Patrick McHale, qui a travaillé pour plusieurs séries animées et notamment Over the Garden Wall, La Forêt de l'étrange en 2014. Le casting voix du film est super impressionnant puisqu'on y retrouve Ewan McGregor, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Tim Blake Nelson ou encore l'habitué de l'univers du réalisateur mexicain Ron Perlman. La photographie est de Frank Passingham qui a beaucoup travaillé pour les studios Hardman et la musique est d'Alexandre Desplat. Voilà. Ensuite, je ferai pas vraiment l'affront de pitcher le film puisque je pense que les aménagements faits avec l'histoire telle qu'on la connaît vont largement émailler notre débat, mais pour lancer le dialogue, je signalerai juste que l'histoire est transposée dans l'entre-deux-guerres et que le film commence par un long flashback racontant la relation entre Geppetto et son fils bien-aimé Carlo avant que celui-ci ne meure dans un bombardement. Alors Manu, qu'est-ce que tu as pensé de l'adaptation de Pinocchio ? C'est vachement bien, hein. Faut pas se mentir. Après, c'est pas étonnant, vu la longue gestation du film, qu'on retrouve ici et là des éléments d'autres films de Del Toro qu'il a réalisés, notamment le plan de la bombe de L'Échine du Diable, ce plan marquant de largage de bombe qui revient dans Pinocchio. Certains setups, on retrouve l'arche de la chambre de Elisa dans Shape of Water, mais la filiation est beaucoup plus profonde et beaucoup plus souterraine avec l'œuvre de Del Toro, parce qu'il s'est complètement réapproprié le matériau d'origine, à contrario de toutes les adaptations précédentes, du moins à ma connaissance, qui d'une certaine manière ne dérogeait jamais au canon établi. Là, à la fois d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue visuel, je parle principalement pour le design de Pinocchio, Del Toro s'en détache fortement. Un des points majeurs de cette adaptation, c'est justement le fait qu'il n'y ait pas du tout question que Pinocchio devienne un gentil petit garçon, qui prenne une forme humaine à la fin. On est vraiment chez Del Toro et justement la dimension monstrueuse un peu du personnage est pleinement assumée. À ce titre, je trouve le design de Pinocchio extrêmement habile, puisqu'il évoque notamment le monstre de Frankenstein avec ses agrafes, ses clous. L'enjeu est avant tout surtout porté sur la relation d'acceptation et de lâcher prise. C'est plutôt celle du père qui va accepter Pinocchio pour ce qu'il est et qui va faire le deuil de son propre fils, qui est là aussi une très belle idée d'avoir donné à Geppetto un fils, en lui donnant en plus le prénom de Collodi, Carlo Collodi. Et cet ajout que fait Del Toro en tout début du film apporte moi toute une dimension tragique au récit. Et surtout, il ancre le récit dans un rapport à la mort, au temps où la vie ne prend que son sens dans l'acceptation de la mort. Et c'est en ça que ça rejoint aussi beaucoup de thématiques qui irriguent les films de Guillermo del Toro. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un film plein. Mais on aurait pu craindre qu'avec une telle longue gestation, ce film-là arrive trop tard dans sa filmo. Mais bien au contraire, je trouve justement il est nourri de tout ce qu'a fait Del Toro au fil de ces années-là. Ouais, je disais justement que le film est bien titré parce que, voilà, Guillermo del Toro, Pinocchio, parce que c'est vrai que, moi, c'est la 4e fois que je vois une adaptation de Pinocchio et c'est l'adaptation la moins fidèle au déroulé qu'on connaît et c'est sans doute la première adaptation qui me plaît. Je crois que je l'avais dit, on avait parlé du film de Matteo Garrone ici et que j'avais dit que c'était une histoire qui m'avait toujours fait chier. Ici, elle est tellement investie et, nettoyée, elle est clarifiée, elle est vraiment passée au filtre des thématiques aussi très fortes de l'univers de Del Toro. Non seulement, donc tu l'as dit, accepter la mort, en tout cas la mort est vraiment... elle enserre le récit aussi, c'est vraiment un film qui traite de ça. C'est d'ailleurs pas tellement pour les enfants, ou en tout cas, il risque de perdre une partie du discours, une grande partie du discours à mon avis, même si le film est visuellement complètement dingue, assez enchanteur. Mais disons que les thématiques sont très lourdes et qu'elles sont vraiment abordées de front. Les thématiques qui sont aussi les thématiques qu'on retrouve dans ces derniers films, donc l'anticléricalisme notamment, je trouve très fort, et puis le fascisme quand même, c'est ce qui fait le lien avec L'Échine du Diable et Le Labyrinthe de Pan, c'est de mettre les récits sous cette menace du fascisme et de cette obéissance. Oui, mais pour moi, justement, le fascisme, cette idée de placer l'histoire de Pinocchio au sein de cette Italie pré-fasciste, puisqu'on est au tout début des années 20, on est en 23, c'est vraiment dans l'idée que le fascisme est vraiment l'expression de sa société patriarcale poussée à son stade terminal, en fait. Et donc, c'est tout dans la logique du film qui travaille ces rapports d'obéissance, mais aussi de ce rapport au père. Et donc,
le contexte est assez malin dans ce sens. Ouais, c'est vrai que là où le film me plaît davantage que les autres adaptations que j'ai vues, c'est que c'est vrai que c'est vraiment une histoire d'acceptation mutuelle. Ça va être que le fil tendu émotionnel du film va être autant sur l'acceptation de Geppetto, qui va reconnaître Pinocchio comme son fils à part entière, différent du fils qu'il a perdu, et Pinocchio qui va lui faire son odyssée pour essayer de quelque part être pas un gentil garçon, mais en tout cas d'être un garçon qui de se révéler lui-même, et aussi quelque part du coup de pouvoir conquérir le cœur de son père. Son père qui d'ailleurs le conçoit dans une nuit d'ivresse. Enfin, la création, la genèse de Pinocchio dans le film est vraiment très très maligne, je trouve. Et ce contexte fasciste, il va aussi servir à transformer le récit, notamment dans sa dernière longueur. Donc, c'est-à-dire que le parc d'attractions, qui transforme les enfants en ânes, etc., il est ici complètement revisité. En mode jeunesse fasciste. Exactement, en mode jeunesse fasciste. Et c'est très, très intéressant. D'autre part, donc j'ai dit le mot tout à l'heure, obéissance. Donc Pinocchio, dans les autres adaptations, selon moi, il était très énervant parce qu'il n'en fait qu'à sa tête et qu'on a envie de le baffer. D'ailleurs, Carlo Collodi, au début, quand il a écrit Pinocchio, c'était vraiment pour dire aux enfants de se mettre dans le droit chemin, et Pinocchio finissait pendu à un arbre par notamment le chat et le renard là, qui disparaissent de ce récit, même s'ils sont de nouveau transformés, on va dire. Et ici, l'obéissance, elle va être passée sous bien des filtres. Donc ça va être d'abord l'obéissance d'aller à l'école, ce fameux rapport à l'école, est-ce qu'on t'apprend à être un bon citoyen ou est-ce qu'on t'apprend à rester dans le rang, en gros. Et puis après, tout ce qui est obéissance, ça va être l'obéissance à une autorité cléricale, et puis une autorité paternaliste, une autorité ensuite fasciste. Donc cette thématique-là est vraiment, vraiment exploitée. Mais la beauté de l'adaptation de Del Toro, c'est que tous ces éléments-là qui sont déjà présents dans le conte de Collodi, là, sont déployés à un autre niveau, puisque ça découle de la vision qu'a Geppetto de ce que doit devenir Pinocchio en rapport de son fils qu'il a perdu. Donc ça prend un ancrage beaucoup moins théorique d'une certaine manière, parce qu'il est ancré dans la douleur en fait de Geppetto de la perte de son enfant. Il y a une logique d'apprentissage qui est moins stricto sensu pédagogique, mais qui est plus portée par les personnages. Ouais, c'est moins une fable, on va dire, avec une morale, quoi. C'est beaucoup plus, en effet, investi par les persos, ouais. Voilà, que dire de plus. On peut peut-être parler visuellement du film, quoi. Le film, donc l'animation en stop motion, les caractères sont ultra détaillés. En même temps, on sent vraiment la matière. T'as des gros plans au début du film, notamment je faisais attention, avec des vêtements à l'avant-plan, et en fait on voit comme si c'était de la laine, et les petites boulettes de laine qui bougent en fonction de l'image par image. Donc on a vraiment de la texture. Parfois il va faire des plans qui sont construits dans la profondeur, et on sent que l'arrière-plan est peint. Donc il y a vraiment plusieurs textures comme ça qui apparaissent à l'écran, et qui sont à chaque fois extrêmement fouillées, pleines, avec beaucoup de détails, de relief. Enfin, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Tout le travail sur le chara-design est juste dingue, en fait. Déjà, le personnage, on l'a évoqué, le personnage de Pinocchio, qui ce tronc d'arbre à moitié dégrossi, mais il y a aussi, on parlait du jeune garçon qui va retrouver dans ce camp de jeunesse fasciste. Le nom du gamin, c'est la mèche, parce qu'il a une petite mèche rebelle, parce qu'il prendra jamais le pli imposé par son père, ce pli dirigiste et facho, et c'est quelque chose que tu retrouves avec un petit rameau sur la tête de Pinocchio. Donc il y a une manière de définir les personnages par des petits éléments, et moi celui que je trouve le plus beau, en fait, c'est la résidence, en fait, tout simplement, de Jimmy Cricket, qui en fait se trouve niché au cœur de Pinocchio. Donc visuellement, c'est à l'endroit où est son cœur, et quand Jimmy Cricket raconte l'histoire de Pinocchio, donc l'écrit, la couche sur papier, il allume sa lampe et ça éclaire le cœur de Pinocchio. Donc c'est une idée d'une poésie totalement folle qui est juste magnifique. Avec aussi ce personnage d'une antifée bleue c'est un peu Saint-Pierre qui est un peu la gardienne du monde des morts, et dont le design rappelle beaucoup celui qui tenait dans Hellboy 2, le personnage qui avait un peu le même genre de rôle, avec son grand livre à la fin avec les yeux sur les côtés. Enfin bon, bref, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui
qui rappelle des personnages précédents qu'on a vus chez Del Toro, et maintenant que tu m'en parles, le plan de la bombe en effet fait écho très fort au plan de La Chine du Diable. Mais même la fin, la résurrection de Pinocchio sur la plage, elle peut évoquer la résurrection de Lise dans Hellboy, qui pour moi en plus une des plus belles fins de films de Del Toro, un des plus beaux baisers de l'histoire du cinéma. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Heureusement que Gepetto n'embrasse pas son fils, ça serait plutôt creepy à ce moment-là. Mais ça évoque aussi la fin de Blade 2. Je veux dire, tu vois que c'est vraiment un film plein, quoi. Ouais, et qui sans doute n'arrive pas trop tard dans sa filmo, qui arrive, je pense, à point nommé, puisque, comme on le disait la fois dernière, après La Forme de l'eau et Nightmare Alley, il a vraiment passé un cap de pleine maîtrise de son art et de ses moyens. Mais par contre, avec une fin glauquissime, quoi. Enfin, c'est pas qu'elle est glauque, cette fin, mais c'est vraiment qu'elle est disons que il revisite, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, il revisite le fait que est-ce que Pinocchio va devenir un petit garçon, un vrai petit garçon ou pas ? Non. En tout cas, il revisite cette question-là. Il y apporte une réponse ou un équivalent qui est de nouveau extrêmement satisfaisant et extrêmement cohérent avec l'ensemble de son récit. Mais malheureusement, ça laisse un goût très aigre-doux dans la bouche du spectateur pour ce qui se passe à la toute fin du film. Mais bon, ça, on vous laisse découvrir. C'est là où le film entretient quand même des grands rapports avec Highlander de Russell Mulcahy. Je l'avais pas vu venir celle-là. Bon, très bien, merci. On va passer à E.O. Jeśli spełniają twoje wszystkie marzenia. Venire a casa con me. Basta, per favore, basta! À 84 ans, le cinéaste et peintre polonais Jerzy Skolimowski a donc réalisé ce nouveau long-métrage E.O. ou Ian, qui lui a valu un prix du jury ex aequo sur la Croisette en mai dernier. Au cours de sa carrière longue de plus de 60 ans, il a tourné en Pologne, mais aussi en Belgique, pour Le Départ en 67 avec Jean-Pierre Léaud, avant que la même année, un autre film réalisé, celui-là en Pologne, Haut les mains, ne soit qualifié d'anti-stalinien et pousse son auteur à l'exil. Jerzy Skolimowski continuera sa carrière en Angleterre, y signant notamment Deep End en 1970, l'un de ses films les plus connus, puis aux États-Unis avant de revenir dans son pays natal après la chute du mur pour tourner Ferdi Dirk qui sortira en 91. Mauvaise expérience de vaste coproduction européenne, il dit même que c'est son pire film, il trouve que c'est une grosse merde. Skolimowski s'éloigne ensuite des plateaux pendant 17 ans. Il vit en Californie de son travail d'artiste peintre et de petits rôles dans des films américains, on peut le voir dans Mars Attacks de Tim Burton ou dans Les Promesses de l'ombre de David Cronenberg. Retour en Pologne derrière la caméra en 2008 pour 4 nuits avec Anna, puis Essential Killing en 2010 qui sera un succès critique et public. Après 11 minutes en 2015, présenté à Venise mais pas sorti par chez nous, j'ai eu la malchance de le voir au festival Offscreen. Voici donc venu E.O. qui récolte de nouveau des lauriers. Inspiré de Hasard Balthazar, le film de Robert Bresson de 66, l'histoire est simple. L'âne E.O. vit dans un cirque et représente son numéro avec la circassienne Cassandra. Mais les animaux du cirque sont saisis et E.O. se retrouve donc transporté de propriétaire en propriétaire, du travail dans un manège à un élevage de ce que je pense être des chiens viverins, qui sont élevés pour leur fourrure, parce que ce ne sont pas des visons. Alors d'après enquête, je crois que ce sont des chiens viverins, et côtoient diverses bêtes et divers humains, qui sont tous méprisables, enfin pour les humains en tout cas. Alors, Manu, qu'as-tu pensé de ce film ? Je crois que je tiens ma pire séance ciné de l'année, hein. Mais bon, à la fois je me suis pas infligé les films avec Jared Leto, ça vient peut-être de ça. Sur le papier, je suis preneur à 100%. Il y a derrière la proposition, tu vois, d'un film du point de vue d'un animal, qui est une idée de cinéma qui est extrêmement prometteuse. On pense bien sûr au Hasard Balthazar, même si ça n'emprunte que la seconde partie du film de Bresson, hein. Le film de Bresson était quand même beaucoup plus porté sur les personnages avec un tout autre ancrage. Mais on peut aussi penser au War Horse, le cheval de guerre de Spielberg. Sauf que moi, le hic, ou plutôt le an dans cette histoire, c'est que le film, moi, il brasse du vide. Il brasse tellement du vide qu'il a besoin d'un carton explicatif à la fin pour rattraper tout ce qu'il n'a pas raconté en chemin. Donc voilà, pour moi, c'est un film qui raconte pas grand-chose, qui se regarde beaucoup filmé tout en brassant du vide.
J'ai aussi un gros souci avec l'anthropomorphisme prêté au comportement de l'âne, avec notamment cette scène complètement what the fuck, où le petit âne tout triste casse la barrière du pré, trottine sur la route comme un adolescent en peine. Tant qu'à jouer la carte du ridicule et de l'anthropomorphisme, autant le montrer en train de se biturer au bar. Je ne sais pas, il y a au moins une scène un tout petit peu autre à construire derrière. Et on entrecoupe ça de scènes totalement indigestes avec des personnages auxquels tu ne crois jamais, qui ne sont qu'une succession de clichés assez mal construits, qui sont même pas à même de me faire rire ou de faire virer le film vers la farce à un moment. Et ça s'achève avec la pire prestation d'Isabelle Huppert depuis très 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 longtemps. Dans le Parce dernier, que tu les as toutes vues. dans le dernier, non, je les ai pas toutes vues parce que ça serait compliqué à voir ça. Mais elle est catastrophique cette scène avec Isabelle Huppert. Bon, écoute Manu, je suis à peu près complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais en même temps, moi, j'ai passé une bonne séance. Moi, j'étais assez fasciné, en fait, par le film quand je l'ai vu. Je ne me suis jamais ennuyé. Contrairement à toi, j'ai ri. Pas beaucoup, mais de temps en temps, je trouvais que parfois dans le grotesque des situations, donc notamment cette ouverture de hangar au début ou ce match de foot, moi, il y a eu des choses qui ont pu me faire rire. Et je trouve qu'à un moment, l'anthropomorphisme, ok, je vois ce que tu veux dire. Bon, en effet, à un moment, l'âne, on peut décrypter ses gestes comme le résultat d'un comportement qui serait celui d'un humain. C'est un peu plus que ça, quand même. La scène donc, que je viens de décrire, qui est cette scène où sa maîtresse du début, tout d'un coup, le retrouve on ne sait comment, alors qu'il a changé 2 fois de propriétaire, débarque un soir. Alors tu te dis, le pays doit être très petit pour qu'elle le retrouve aussi facilement. Donc il y a déjà des articulations du récit qui sont vraiment flinguées. Et on se retrouve avec cette scène où, pour moi, vraiment, il prête au personnage. Hein, on est à la limite à le voir le gros plan sur les yeux qui chialent, quoi. On est dans cette logique-là. Et pour moi, quand tu fais un film qui a comme proposition, justement, de créer du cinéma avec un personnage pas forcément le plus expressif du monde, tu passes pas par là. Sinon, pour moi, toute la proposition est flinguée, en fait. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, ça m'intéresse comme débat, là. Il joue beaucoup aussi sur ce qu'on appelle l'effet Kuleshov, n'est-ce pas, chères auditrices, chers auditeurs cinéphiles, vous savez ce que c'est l'effet Kuleshov. Donc en gros, on va avoir cette C'est le truc qu'utilisaient les Wachowski avec Kenny Reeves, non? Ouais, si on peut. En gros, comme l'âne est neutre, a priori neutre, si on le filme, le spectateur va décrypter l'interprétation de l'âne en rapport avec les plans qu'il y aurait eu avant ou après. Par contre, ça sous-entendrait de filmer l'âne avec une focale qui soit relativement toujours un peu la même, de la même manière. Mais là, par exemple, ce que fait Skolimowski, notamment au moment du match de foot, c'est que bizarrement, donc on voit ce match de foot ridicule avec un goal, donc un gardien de but obèse, et tout de suite après on voit l'âne, mais il est filmé en contre-plongée, débulé avec un truc en grand angle. On va donc avoir une espèce de plan un peu rigolo, cartoonesque un peu de l'âne, et je trouvais ça un peu bizarre de à certains moments nous forcer les effets par des effets de prise de vue, quoi. Mais le film ne fait que ça. Le film force les effets visuellement, force les effets au niveau du son, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais c'est un film à te péter les oreilles littéralement, avec une subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est vraiment ultra basique. C'est un cinéma vaniteux, quoi. C'est un cinéma qui je me suis fait cette réflexion en sortant du cinéma, que j'échangerai jamais un baril de Michael Bay pour un jersey comme ça, parce que au moins il y a une volonté dans cette épate chez Michael Bay d'être au service un petit peu de l'affect. Là, ce côté très tapageur, très pas de bourgeois en fait, un peu gonflé. Je l'ai vu avec ma compagne et elle a eu au début du film, c'était c'est super beau, c'est super beau. Et 10 minutes plus tard, ça va être aussi chiant tout du long. Ben ouais, le souci, c'est que quand tu racontes rien, tu décroches vite. Et surtout, vu que le film repose sur un systématisme de la mise en scène et de la narration, à un moment, tu comprends que le film, il va pas bouger d'un iota et y a rien, pour moi, il n'y a rien à sauver. Alors, j'ai du mal à comprendre où tu as ri, où tu as été ému. Je vais pas nier ta perception du film, mais pour moi, ça a été un des films les plus agressifs, mais dans le mauvais sens du terme, que j'ai vu cette année, quoi. J'ai pas été ému, mais j'ai plusieurs fois quand même, je suis
plusieurs fois rentré, mais bon, j'ai un public facile aussi. Moi, les films à effet, j'aime bien en fait en général. Mais je suis plusieurs fois rentré vraiment bien dans le film, et notamment juste après qu'il s'enfuit de cette ferme où il fait un peu de l'équithérapie là comme ça, et qu'il va dans la forêt. Il y a la scène électro, t'as l'impression que le film va transformer en John Wick. Là, il y a des loups qui vont attaquer et qui va faire du Krav Maga. C'est complètement con, non? Moi j'ai bien aimé cette scène là parce que j'ai trouvé j'ai retrouvé un peu un côté merveilleux comme ça. Il y avait un côté un peu Nuit du chasseur, tu vois, la balade en barque sur la Nuit du chasseur. Tu parles pas de Charlton comme ça, quoi. Non mais voilà, je comprends toutes les critiques qu'on puisse faire sur ce film, et d'ailleurs en sortant je me dis ah oui c'est vrai qu'il y a quand même ça, ah oui c'est vrai qu'il y a quand même ça, ah oui c'est vrai qu'il y a comme ça, mais je peux pas nier que j'étais assez charmé par ce que je voyais. Mais c'est vrai que c'est un film très vaniteux parce que qui fait de l'effet pour de l'effet, qui fait de l'épate un peu, et qui en effet essaye de retomber sur ses pattes à la fin avec une espèce de citation pour une espèce de justification de tout ce qu'on vient de voir, alors qu'on a juste vu un cinéaste qui se faisait plaisir pendant 1h20. Après, la scène avec Isabelle Huppert à sa décharge, je dirais juste que... C'est un niveau d'un nanar, là, cette scène-là. Bah, c'est grotesque, mais c'est fait exprès. Enfin, je veux dire, c'est aussi grotesque que le match de foot ou que l'inauguration du hangar, quoi. Sauf qu'on est dans une espèce de parodie de cinéma bourgeois. Enfin, Attends, elle pète des assiettes comme si... Elle couche avec son fils. Oui, voilà. On suppose qu'elle couche avec son fils, c'est... Non, ce qui est un peu con, ce qui est un peu nul, c'est que l'âne est vraiment très loin à ce moment-là. Donc c'est surtout par rapport au point de vue de l'âne sur ce qui se passe qui respecte pas le reste du film. Oui, mais là encore, ça te montre bien toute la cohérence du bousin. C'est que c'est un film qui est incapable de s'en tenir à son postulat de base, son point de vue, et qui part vraiment littéralement dans tous les sens. Mais c'est marrant parce que, donc, comme je disais, j'avais vu 11 minutes, son film précédent qui n'est pas sorti par chez nous, et c'était aussi un film qui n'avait ni queue ni tête, qui était très chiant et qui partait dans tous les sens et qui se justifiait à la fin, mais de manière complètement arbitraire. C'était 11 minutes de la vie de plein de personnages, et à la fin il se trouvait qu'ils étaient tous plus ou moins impliqués dans le même accident, quoi. Et mes points. Donc ici on a une espèce de justification thématique, qui voudrait se donner au film les plus grands airs qu'il n'en a, et c'est vrai que c'est un peu juste, quoi. Mais bon, voilà, n'empêche que moi j'ai pas passé une séance si désagréable que ça. Grand bien d'en face. Bon allez, on va passer tout de suite à la conspiration du Caire. زي ما انتم عارفين شيخ الازهر توفى امبارح. اختيار الشيخ الجديد قضية الامن الوطني بالدرجة الاولى. الرئاسة عايزة الببلاوي. خلوهم يختاروه. أنا أتكشف، لازم تخليني أخلع. شوف لي ملك جديد، ويفضل يكون طالب جديد لسه بشوكه. آدم هو نموذج للطالب المثالي. عندكش قرايب هنا في مصر؟ لا، محتاجينك تساعدنا. احنا بنعتقد ان الاخوان اخترقوا الازهر. تصلي وتشوف لي كمان مين تاني بيصلي. احفظ لي اشكالهم، اعرف اسمائهم. Après The Nile Hilton Incident, connu aussi sous le nom de Le Caire Confidentiel en 2017, et aussi avoir tourné un film aux États-Unis avec Chris Pine et Kiefer Sutherland appelé The Contractor, distribué en France en streaming au printemps dernier, et que Manu a vu, je pense. C'était aussi avec Ben Foster, donc le duo qu'on avait vu dans Comancheria, qu'on avait déjà chroniqué. C'était un film d'action assez lambda, assez générique dans son pitch, mais avec une certaine sécheresse dans les scènes d'action et une galerie de personnages assez intéressants, dont voilà, moi ça fait partie de ma Chris Pine mania, parce que je regrette que cet excellent acteur soit à l'affiche de projets aussi peu intéressants. J'aimerais beaucoup plus qu'il tourne des films dans la veine de Comancheria. C'était une bonne petite série B, sans prétention, et qui faisait le job. Donc ça, c'était son dernier film, Tariq Saleh, mais là il revient avec un nouveau long métrage, La Conspiration du Caire. Le personnage central du film s'appelle Adam, il est fils d'un simple pêcheur dans un village égyptien et il est admis à l'université islamique Al-Azhar au Caire, une grande institution sunnite, voire la grande institution sunnite, en tout cas dans le film c'est comme ça. Au décès du grand imam, une lutte de pouvoir s'installe pour trouver son remplaçant.
Le colonel Ibrahim, employé par l'État égyptien, est chargé d'influencer l'élection grâce notamment à une taupe qu'il a installée à l'intérieur de l'université. Mais cette taupe se sait en danger et elle se trouve un successeur en la personne du candide Adam qui vient d'arriver de son village. Notre jeune héros se retrouve donc, malgré lui, espion au cœur d'une institution secrète et dangereuse. D'origine égyptienne, Tariq Saleh est né en Suède en 1972 et il a une carrière pour le moins hétéroclite. En effet, il a commencé dans le street art et puis il a lancé des magazines avant de tourner des documentaires pour finalement en venir à la fiction. La Conspiration du Caire est produit par Atmo, une société qu'il a cofondée, et il en signe aussi le scénario pour lequel il a été distingué à Cannes en mai dernier comme Jersey. Le film est interprété par Taoufik Par-Homme et Fares Fares, qui était déjà le héros du Caire confidentiel. Qui avait déjà aussi un petit rôle justement dans son film américain. Et tout comme donc ce film Le Caire confidentiel, la photo est signée par le français Pierre Haïm, qui avait signé La haine il y a bien longtemps. Alors Manu, qu'est-ce que t'as pensé de ce film, toi ? Ben, là encore, moi, sur le papier, le postulat d'un film politique sur l'infiltration de l'État politique au cœur de l'État religieux, je trouve que c'est quelque chose de passionnant. Malheureusement, moi, le film sonne un petit peu comme une redite du Caire confidentiel. Il y a cette idée de film de genre inséré dans un contexte social et politique plus large, mais il n'en retrouve, à mon sens, jamais la saveur, même si j'avoue avoir plutôt apprécié à l'époque le Caire confidentiel, mais il m'en reste plus grand chose aujourd'hui, malheureusement. Je me rappelle qu'il fumait énormément dans ce film. Voilà. Mais voilà, c'est un film d'intrigue, de complot, avec clairement en ligne de mire le nom de la rose, qui je crois de toute façon une référence avouée de Saleh sur le film. Mais c'est un film qui tient beaucoup sur son écriture scénaristique, mais dont les rouages me paraissent souvent soit trop cryptiques, soit trop visibles. Je pourrais prendre un exemple très spécifique. Il y a un moment au tout début du film, la taupe infiltrée par le gouvernement est tuée, et donc la mission de cette nouvelle recrue va être d'infiltrer une cellule supposée djihadiste, etc. Donc tu te dis, le film se dirige vers ça. Ok. Et en fait, on résout cette ligne narrative de manière totalement abrupte avec l'apparition de Fares Fares à un moment qui intervient pour sauver sa jeune recrue. Tu te dis, mais pourquoi il n'est pas intervenu plus tôt ? Et là, le film se redéploie avec le supérieur du chef de cette petite cellule djihadiste dont on n'a pas parlé auparavant. Donc le film est bancal dans la manière d'avancer au sein de son récit. Ouais, je te rejoins complètement. Bon, l'argument sur le papier, le film, c'est super vendeur, quoi. C'est-à-dire, ouais, on va infiltrer une super grande école islamique et tout, vous avez jamais vu ça. Et il va y avoir une intrigue à l'intérieur de cette grande école hyper secrète. C'est super vendeur. Mais je trouve qu'au bout de 20 minutes, ce concept se dégonfle assez fort. Déjà par la pauvreté de... Il n'y a aucune image, tu te souviens d'aucune image du film, en fait. Le décor n'est pas investi comme un personnage, il n'a pas d'âme, il n'y a pas de... C'est facile d'y entrer, d'y sortir, il a très facile le personnage. Ça, c'est quand même génial, parce que quand même, il a une mission, entre guillemets, d'infiltration, et tous les soirs, il est le seul mec qui sort de cet établissement avec un vieux gardien qui lui ouvre. Tu te dis comment à un moment il se fait pas toper. C'est quand même assez dingue. Ça aurait été très simple d'avoir une sortie avec plusieurs personnages qui sortent le soir pour un peu noyer le poisson. Là, à un moment, ta suspension d'incrédulité est compliquée à maintenir tout du long, quoi. Ouais, je trouve qu'il y a on n'a pas de ressenti physique du tout de ce lieu-là. Les décors se répètent, les décors sont pas intéressants, l'image est assez terne, tout est assez terne en fait, je trouve, dans ce film. Et après, en effet, peut-être qu'il y a des rebondissements qui, sur le papier, en tant que scénario, étaient dingues, ou je sais pas, ou c'était super haletant peut-être à la lecture, mais je trouve que Tariq Saleh, il est pas très inspiré pour justement mettre en scène les ressorts, les rebonds, les engrenages de son scénario. Tu parlais justement de l'arrivée de Fares Fares, bref. Mais il y a un moment, on peut prendre aussi un exemple très précis. Moi, je te prends la scène juste avant. Adam, il est avec cette cellule qu'il a infiltrée, il y a 4-5 types, et ces 4-5 types vont le forcer à passer un coup de fil qui va faire qu'il va se trahir, qui va être démasqué. Et c'est hyper plat, c'est pauvreté. Mais c'est en plan large, on comprend pas très bien ce qu'il fait avec son téléphone, l'acteur il est terne, on sent pas sa pression, on sent pas sa tension, on sent pas tout le truc avec le téléphone, c'est hyper mal amené, c'est vraiment plat. Du coup, l'arrivée du sauveur, entre guillemets, qui est interprété par Fares Fares,
tombe un peu comme une espèce de Deus ex machina, c'est super mal amené, mal préparé, enfin bon. Ça n'a aucune incidence en fait sur le récit, parce que tu te dis à un moment, il débarque dans ce lieu religieux, donc il sort de ses prérogatives en tant que chef de la sécurité ou le poste qu'il a auprès du gouvernement, ça n'a aucune incidence en fait. Tu te dis, mais pourquoi lui-même n'entre pas au sein de cette institution comme il veut en fait. Ouais, je disais aussi, notre jeune héros, il est assez terne, il y a peu de fluctuations dans son jeu, ses conflits internes sont finalement... En fait, il aurait pu avoir des énormes conflits internes, ce gars. Tout est bien amené, tout est là, avec son passé, parce qu'au début, il y a quelques scènes où on le voit dans sa vie de famille et tout. Et puis bon, c'est quand même un Candide qui se retrouve pris dans une machination, un truc d'espionnage pas possible et tout. Et au niveau de son jeu, je trouve que ça varie. Ça décolle jamais. Ça décolle je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour le nourrir aussi au niveau du scénario. C'est vraiment une structure d'intrigue, mais qui développe jamais ses personnages. Ces personnages restent toujours au même état stationnaire, que ce soit Fares. En fait, le seul personnage, moi, que j'ai un tout petit peu apprécié, c'est le personnage le plus truculent qui joue le chef de Fares, qui est un con ultime et lunaire, tellement con qu'il est prêt à buter un imam et déclencher une guerre civile. Donc là, le personnage en fait est tellement lunaire qu'il en devient flippant par son inconscience. Mais c'est le seul personnage en fait qui est vraiment un personnage secondaire que je retiens en fait du film au final. T'as pas aimé l'imam qui mange du McDo? Ouais, bon. Non, moi je trouvais aussi. Je trouve en tout cas qu'il y a certains personnages qui sont en effet plus secondaires que je trouvais plus intéressants que les deux personnages qui, en plus, qui répètent toujours les mêmes actions. Il y a toujours ce truc où ils retournent dans le resto et ça dure et ça dure et ça dure. À un moment, t'as l'impression que ces scènes-là de planques ou de discussions masquées, etc., il sait pas où placer sa caméra et donc au final à un moment il abandonne quasiment ce processus de je te téléphone à la table d'à côté, etc. Mais surtout ça n'a pas d'incidence quoi. Voilà, c'est qu'à un moment, à aucun moment ils risquent de se faire toper, à aucun moment ils sont mis en danger, à aucun moment il y a une sorte de tension créée dans ce café pour montrer que peut-être quelqu'un les écoute avec des types de focales différentes, certains choix d'angle de caméra, etc. Non, il y a aucun point de vue en fait dans ce film-là, dans ce que propose la mise en scène. La mise en scène ne te place jamais d'un point de vue d'un personnage. Je regarde de manière très scolaire et très appliquée le déroulé de son histoire et ne l'investit pas quoi. Voilà, je suis d'accord avec toi et j'ai pas grand chose à rajouter en fait sur ce film. Non, je l'ai moins détesté que le Jersey, mais c'est un film que je vais assez vite oublier. Je l'ai déjà un petit peu oublié en fait. Bon, très bien, écoutez, je propose que nous passions au dernier film de la soirée, donc Bardo d'Alejandro González Iñárritu. Sí, cabrón. Silverio. Ya levántate, Silverio. Silverio Gama, periodista, documentalista / artista. ¿Te sientes más gringo o más mexicano? ¿Dónde estás? Lo sé. Bardo, fausse chronique de quelques vérités. C'est donc le titre complet de ce nouveau film du réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu, à qui l'on doit Amour chienne en 2000, 21 grammes, Babel, Birdman, The Revenant, un réalisateur qui a tendance à déployer des récits longs et souvent enchâssés et assez amples. Alors, je n'ai pas vu ce film, donc je suis en très mauvaise position. En très mauvaise position, je suis en freestyle complet. Mais bon, je sais quand même que c'est le retour de Alejandro González Iñárritu au Mexique, dans lequel il n'avait pas tourné depuis Amour chienne en 2000, même s'il a fait Beautiful en Espagne entre-temps. Le film dure 2h45, Iñárritu en a écrit, co-signe le scénario, il en a fait aussi la musique. Ce film est interprété par Daniel Jiménez, qui joue le rôle de Silverio, un journaliste documentariste mexicain qui a fait carrière aux États-Unis et qui retourne au Mexique, lui aussi, pour recevoir un prix honorifique, et donc du coup il va avoir un petit peu une quête existentielle à l'occasion de ce retour au Mexique. Voilà, on peut tout de suite tracer des parallèles avec la vie, la carrière de Iñárritu. Le film est sorti en salle en Belgique, mais sera surtout sur Netflix à partir du 16 décembre. Il a été présenté en fait à Venise, sur le Lido, comme on dit, n'est-ce pas, en septembre dernier. Mais je ne l'ai pas vu, et par contre Manu l'a vu et je crois que tu es assez enthousiaste.
Et oui, parce que déjà en préambule, avant de parler du film, parce que c'est toujours bien de dire d'où on parle, j'ai jamais été jusqu'à très récemment client du cinéma d'Inarritu, du trio justement mexicain formé par Del Toro, Cuarón. C'était toujours le cinéaste qui m'intéressait un peu le moins, celui dont le cinéma me semblait toujours un petit peu avoir de cesse de se légitimer, de montrer qu'il donnait à penser, offrait surtout beaucoup à penser à la critique, et le plus souvent au détriment de l'émotion. Mais là où il y a justement un mais, c'est que c'est un cinéaste qui a su me surprendre ces dernières années, alors qu'il était justement parfaitement installé. Il a fait pour moi le choix que peu de cinéastes font à stade de sa carrière, un peu de se réinventer, de partir dans une nouvelle direction. Et je trouve que c'est à saluer parce que c'est loin d'être commun. Combien de réalisateurs qu'on a pu aimer, qu'on aime encore, on puisse s'enfermer ou se laisser enfermer dans une forme de précaré où il est un peu difficile de sortir. Il l'a fait tout d'abord avec Birdman, qui est un film que j'apprécie guère. Bah, c'est vrai que là, il cassait avec la forme très écrite par Arriaga. C'était vraiment un récit, même un film beaucoup plus court. Je crois qu'il devait durer 1h45, Birdman, voilà. Un truc comme ça. Mais il y avait, derrière ça, il y avait quelque chose de passionnant. C'est l'entame de sa collaboration avec Emmanuel Lubezki. Il y avait un travail sur la forme auquel il ne nous avait pas habitués. Les films de González Iñárritu se construisaient beaucoup auparavant au montage. Ces récits choraux dont il s'était fait le chantre reposait beaucoup sur un gros travail de montage, là où tout d'un coup il a dû repenser sa mise en scène avec ces longs plans séquences, et donc une préparation et un travail sur la chorégraphie des scènes tout autre. Et pour moi il a pris un virage radical et qui s'accompagne un peu d'une volonté de lâcher prise sur ses derniers films, que ce soit Birdman, de manière beaucoup plus concluante à mon sens pour The Revenant, où il investissait pour le coup un récit très linéaire, assez frontal de film de genre, pour en proposer une dimension extrêmement spectaculaire travaillée par sa mise en scène. On avait eu des discussions, je crois que c'était un des premiers numéros de transmission. Je sais que tu avais notamment beaucoup de réserves sur le film à l'époque, et pour moi c'était vraiment un film qui m'avait séduit par l'humilité en fait toute relative, parce que ça reste qu'à des moments, même dans Bardo, il y a des moments où une certaine lourdeur et pesanteur se redéploie, mais il y a quand même une volonté de s'émanciper d'une forme de cinéma qui était le sien auparavant. Et Bardo en fait encore une nouvelle fois partie. C'est pas étonnant justement que dans Bardo, la notion de saut dans le vide qui était déjà présente dans Birdman ou aussi dans The Revenant soit encore présente. Tu parlais alors effectivement de cette forme un peu d'autofiction dont se présente le film, mais avec l'idée que la frontière est toujours un peu plus ténue, un peu plus poreuse et un peu moins identifiable. C'est un film vraiment qui est d'une invention constante dans sa mise en scène. Tu sens Iñárritu prendre plaisir à jouer avec tous les outils du cinéma pour se raconter, que ça soit à travers ce double fictionnel dont justement on va s'abstenir de lister un peu trop consciencieusement tous les éléments qui appartiendraient à la biographie d'Iñárritu, qui s'en détacheraient. Et d'une certaine manière, c'est aussi un film qui dialogue avec les films de ses confrères mexicains, de Del Toro ou Cuarón, notamment Roma et Admirale, l'enfance de Cuarón pour Roma, ce statut de geek consacré par l'industrie pour Del Toro dans Admirale, et toutes ces thématiques relatives à la paternité, l'imposture, on les retrouve en écho et même en certains motifs dans Bardo, puisqu'il y a même une scène de plage qui va évoquer en fait le Roma de Cuarón, même si la mise en scène est tout autre et les thématiques sont relativement différentes, mais c'est des films qui dialoguent, je pense, à un certain moment clé de la carrière de leurs auteurs. C'est aussi un film qui est porté par une douce folie, je trouve. Il y a quelques moments, notamment dans l'intro, je vais pas trop la dévoiler parce que ça serait à mon avis divulgacher le plaisir du film, mais toute une scène qui tourne autour du bébé qu'attend le personnage de Siviero et qui m'a étonnamment fait penser à du Stephen Chow. Du Stephen Chow dans un film d'Iñárritu. Le film a beaucoup de moments fait penser à du cinéma hongkongais, avec une scène de couloir notamment après l'accouchement avec un long cordon ombilical. Et c'était pas du tout un type de cinéma auquel je voyais Iñárritu se référer. Alors pour moi c'est assez clair. Il y a même il m'a semblé à un moment discerner une citation magnifique de Philippe de Broca dans l'arrière-plan dans la première grande scène d'action autour de la maison du gouverneur. Donc c'est un film plein, on sent les références à Kalatozov, Malik, mais il s'empare toujours de ces éléments de langage pour jouer avec. Il y a une scène notamment de dialogue à un moment avec sa femme. Il cesse de parler,
du moins ses lèvres cessent de bouger, et il continue à parler. C'est des figures de style qu'on a pu voir chez Malik ces dernières années, notamment il en usait beaucoup dans Tree of Life. Et là, moi, sa femme va lui faire la réflexion, ça m'énerve quand tu continues à parler avec les lèvres fermées. Et ça pourrait être gratuit, ça pourrait être juste l'objet d'un gag, limite un gag à la Zaz, on va dire, un gag sur le cinéma, sur le langage du cinéma, mais c'est plus profond, ça a une logique plus loin dans le récit, ça amène à autre chose, et c'est aussi un film, et là j'aurais jamais pensé dire ça d'un film d'Inarritu, c'est un film qui parle de choses plutôt lourdes, en fait, avec une grande légèreté. Peut-être pas toujours, j'ai peut-être des petites réserves sur la toute fin du film, certains éléments, certaines articulations, mais il y a une vraie joie de vivre dans le film. Je me suis senti, contrairement à AEO où je me sentais mort à l'intérieur pendant tout le film, là je me suis senti vivant, j'ai ri, en fait j'ai retrouvé des sensations que j'ai pas eu beaucoup en fait cette année. Et j'étais très étonné de voir ça devant un film d'Inarritu, voilà. Mais deux remarques. Donc ici, le chef opérateur, c'est Darius Khondji, la première fois qu'il travaille avec lui. Quand on voit la bande-annonce, il a l'air de user de focales extrêmement courtes, vraiment à de multiples reprises. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce travail de la photo et autre chose? Moi, j'ai un peu peur quand je lis Speech. Hein. J'ai l'impression que je vais avoir 2h45 d'introspection d'un cinquantenaire mexicain, que j'ai peut-être... à moins d'être Fellini et de savoir faire la Dolce Vita, je trouve que c'est très casse-gueule comme truc. Est-ce que ça va être un film plutôt drôle, dramatique, je sais pas, c'est pas la Dolce Vita, mais c'est quand même supérieur à la Grande Bellezza, si tu veux voir ça. Ouais. Mais en tout cas, non, alors pour revenir sur ta première question, au niveau du style formel, oui, c'est un film qui use beaucoup du grand angle. Il n'y a pas la même dimension, à mon sens. C'est pas pour une volonté d'inscrire le personnage dans le décor comme ça a été pour The Revenant, où c'était vraiment une volonté très claire d'asseoir les personnages dans l'immensité de ce décor-là. Là, il y a une dimension un peu plus carnavalesque que travaille le film, et donc qui se prête à ces moments, ce jeu optique. Il joue à des moments de rétrécissement de personnages. Il y a un côté, il y a du Fellini dedans, mais ça serait un Fellini beaucoup plus grotesque que celui de la Dolce Vita, en fait. Je parlais de Kalatozov, il y avait aussi cette dimension des fois. Alors pour le coup, on parlait de Laya et ses frères en disant que c'était derrière le vernis réaliste, c'était un film baroque. Là, ça déborde. C'est un film baroque formellement, mais justement pour éviter toute la pesanteur de cette introspection qui touche à des thématiques liées à la parentalité. On retrouve des parallèles avec le film récent de Del Toro, avec ce rapport à la paternité, c'est cette idée d'être père et aussi un moment de lâcher prise vis-à-vis de ses enfants. Il y a son rapport aussi à qu'est-ce qu'il est aujourd'hui en tant que citoyen américain, citoyen mexicain, son rapport à cette ville qu'il n'a plus côtoyée, qu'il a fui au moment d'Amour-Chienne avec l'agression de ses parents suite au succès d'Amour-Chienne. Donc il y a un rapport conflictuel avec son pays qui l'interroge et qui questionne un rapport à son père, à la fois de se dire est-ce que j'ai pas aussi, moi en tant que père, j'ai réussi ma carrière professionnelle, mais est-ce que j'ai pas foiré de manière plus intime d'autres rapports. Donc voilà, c'est un film qui brasse beaucoup de choses, mais qui le fait la plupart du temps sans pesanteur. Très bien. Et est-ce que c'est drôle? C'est vraiment drôle. Et honnêtement, sans dévoiler, mais je pense meilleure scène de Cuny ever. Attends, t'as pas vu Intermezzo? Très bien. Merci Manu. On regardera donc malheureusement sur Netflix, puisque le film est sorti en Belgique, mais il a été vite sorti. Ouais, faut pas se leurrer. Les sorties, là, on a la chance, on va pas s'en plaindre d'avoir pu découvrir le Del Toro et l'Iñárritu, pas seulement le Del Toro, mais c'est des sorties techniques. Le film a plus ou moins une exposition en première semaine, plus ou moins correcte. Dès la deuxième semaine, c'est une séance à peine par jour et pas forcément aux meilleurs horaires. Donc c'est vraiment une logique un peu prestige. Les deux films, à mon sens, ont une vraie vocation à être vus en salle. C'est vrai que la promotion sur ces deux films était inexistante, quoi. Personne ne sait qu'il y a un Del Toro en salle, quoi. Personne. Non. Ou un Iñárritu, enfin bon, bref. Et ça, c'est toute la problématique d'à la fois de prestige, de ces films prestige de Netflix qui invisibilisent un peu les réalisateurs dans
dans le débat cinéphile et dans l'actu cinéma en fait. D'ailleurs, j'ai entendu cette critique sur Bardot, quoi, que c'était un peu une espèce de truc où l'auteur était pas encadré et que du coup il se faisait plaisir et que le film était beaucoup trop long. Moi honnêtement, j'ai pas senti la longueur. Un peu, de toute façon, la longueur au cinéma c'est quelque chose de tout à fait relatif. C'est lié à la narration, c'est pas lié à la durée d'un film. Moi, je l'ai pas senti. Mais peut-être trop auto-indulgent, tu vois ce que je veux dire ou Non, parce qu'à ce niveau-là, je pense que c'est des reproches qui pouvaient plus s'adresser, à mon sens, à Bergman, où il y avait vraiment un discours très pesant sur la création. Là, il se questionne. Il y a notamment tout un passage avec ce personnage qui est un documentariste et donc qui va être reconnu pour un documentaire qu'il a fait autour de la frontière mexicaine et donc des migrants. Je pense que Inarritu évoque ce court-métrage qu'il est difficile de voir, cette expérience en VR qu'il a tourné avec Lubeski, qui était censé te placer à l'intérieur du calvaire d'une traversée de migrants. Et donc, voilà, je pense qu'il se questionne sur la légitimité de parler de ça, mais sans qu'il tranche, en fait. Là où, à mon sens, dans Birdman, il tranchait très fortement, et il tenait vraiment un discours, là, il y a des pistes de lecture, il se questionne. Très bien, merci Manu. On va terminer tout de suite avec les conseils. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Et pour terminer cette émission, une fois n'est pas coutume, je suis le seul à avoir un conseil. Donc Manu conseille. Je vous conseille Bardot, vous avez bien compris. Ok, et moi, j'ai dû trouver quelque chose en dernière minute, mais bon, je sais que chez Le Pacte, alors je pense que c'est Le Pacte Édition, ils ont ressorti le film de 1999 de Jim Jarmusch, Ghost Dog. Bizarrement, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Manu. C'est le dernier grand film de Jim Jarmusch, à mon sens. Oui, enfin bon, soit, c'est un autre débat. Mais c'était pas ça la question en fait. Non, c'était pas ça la question. J'ai l'impression que c'est un film qui était un peu sorti des radars, un petit peu oublié, un peu mis de côté comme ça. Les grands Jarmusch restent pour la majorité des gens, voilà, Down by Law, Dead Man. Et il jouit d'un petit culte, je pense. Il est toujours resté quand même en tête. Et à mon sens, quand j'ironisais en disant que c'est le dernier grand Jarmusch, c'est pour moi le dernier Jarmusch que je retiens, qui m'est complètement convaincu du début à la fin, quoi. Ouais, voilà. Donc, en effet, si vous ne l'avez pas vu, Jim Jarmusch, un grand cinéaste des années fin des années 80, les années 90, qui était très attendu à l'époque et qui maintenant est un peu has-been, mais soit. Ghost Dog, un excellent film qui vraiment synthétise vraiment assez bien le cinéma de Jarmusch, tout en restant quand même un peu haletant. C'est quand même un peu une espèce de polar, mais bon, à la sauce Jarmusch, donc très décontracté. Et surtout, ce qui est super génial dans Ghost Dog, c'est que c'est vraiment le film se passe à New York, il filme très bien New York, on y croit vraiment, et surtout il filme cette métropole comme une espèce de patchwork de culture complètement dingue. Et voilà, c'est quand même un film sur un grand black qui suit la voie du samouraï et dont le meilleur pote est un français ou guadeloupéen qui lui parle français, mais donc il ne comprend rien de ce qu'il lui raconte. Et voilà, toutes ces influences et ce métissage se tressent de manière complètement invisible dans Ghost Dog, et c'est vraiment très très jouissif. Et aussi avec cette influence bien sûr du côté italien, italo-américain, mafieux, décadent, plutôt déliquescent. Et influence japonaise aussi avec la marque du tueur de Senjin Suzuki. Non, mais je veux dire, à l'intérieur, ça, ce serait plutôt au niveau stylistique, mais au niveau scénaristique, il y a cette génération de vieux mafieux avec leurs hémorroïdes, un peu voilà, vraiment sur la fin de la pente, et cette nouvelle génération gangsta rap avec ses influences asiatiques qui reprend le flambeau. C'est vraiment un très très beau film, un très grand rôle pour Forest Whitaker aussi. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, voyez Ghost Dog, la voix du samouraï, qui vient de ressortir dans une très belle édition, j'en suis sûr, chez Le Pacte. Merci beaucoup Manu. Merci Olivier. Et merci pas Lucien. Eh ben non, voilà, mais je suis sûr qu'il nous écoutera. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Allez au cinéma, il y a des beaux films, et puis il faut faire vivre les salles. N'oubliez pas de faire vivre les salles. À très bientôt, ciao.